le pervers ou la perverse narcissique et les addictions. Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise cet outil de développement personnel qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Et n'hésitez pas également donc à visiter mon site magiedelame.com où je vous décris un petit peu toutes les manières d'aborder et d'accompagner l'autre justement avec les tarots de Marseille. Donc aujourd'hui, le sujet concerne l'addiction des pervers narcissiques. Alors, on sait que l'addiction ne concerne pas uniquement donc les pervers narcissiques, hein, ça peut toucher n'importe qui. Alors qu'est-ce qu'une addiction? Donc pour celui ou celle qui, voilà, qui a besoin de comprendre un petit peu, que chez le pervers narcissique, ça peut prendre une ampleur et des proportions considérables. Donc l'addiction, en fait, c'est une incapacité à contrôler un comportement qui est destiné à créer du plaisir, justement pour éloigner un problème, un malaise que la personne ressent. Donc en fait, c'est un besoin irrépressible, hein, qui amène du plaisir et ça va calmer, ça va peut-être apaiser, même si c'est purement illusoire, le mal-être de la personne, son malaise profond. En fait, la personne qui souffre d'addiction et qui vit ses addictions sait d'une certaine façon que ça a des conséquences extrêmement nocives, hein, parce que c'est très destructeur, mais elle ne peut pas contrôler son comportement. Voilà. Donc, ça, c'était un détail important avant de rentrer dans voilà, la déclinaison de toutes ces sources d'addiction, hein, que j'ai énoncées. Donc, j'en ai trouvé 7. Hein. Donc, la première, elle ne va pas vous étonner, hein, je l'ai mise en premier, bah, c'est l'addiction à l'amour. Hein. Le PN se sent donc pas de valeur, ne s'aime pas, n'a pas d'amour pour lui, n'a pas d'estime pour lui, ne se sent pas quelqu'un de bien, ne se sent pas... il ressent un vide profond, et sa quête effrénée, c'est d'aller chercher ce qu'il n'a pas en lui, il va le chercher dehors. Donc cette quête d'amour, c'est une drogue, et je l'ai mise en premier parce que l'amour, c'est la première chose qui nous permet de vivre. Hein. Si on n'a pas d'amour autour de nous, on ne peut pas vivre, quoi. Donc lui, pour pouvoir exister, pour pouvoir tenir debout, pour avoir l'impression, parce que pour moi ce sont des fantômes, hein, qui vivent. Hein. Pour moi les PN sont des fantômes, ils sont à côté d'eux-mêmes, ils ont pas d'identité, ils sont habités par la négativité, donc ils ont besoin d'amour. Donc ils vont le chercher de plusieurs façons, ils vont chercher à travers la séduction, ce besoin perpétuel et omniprésent qu'ils ont de vouloir séduire, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, la séduction à travers les regards, les personnes, les gens qui sont autour d'eux, ils vont le chercher à travers la partenaire de leur vie, leur proie, parce que généralement ils ont une partenaire, mais ils ont aussi d'autres personnes, parce que ils ont un tel manque, mais c'est tellement sidéral leurs besoins, il leur faut une quantité mais incroyable de personnes qui peuvent leur donner cette illusion qu'ils existent. Donc tout est bon, donc la séduction, la multiplication des partenaires, le besoin permanent de communiquer sur les réseaux sociaux, de se montrer, d'être adulé, d'être connu, le besoin de se poser en quelqu'un, de conseiller, d'aidant, d'avoir toujours une horde de personnes, soit en attente de ses conseils, de tout ce qu'il peut apporter en termes de son intelligence, parce qu'il faut quand même le dire, hein, le PN c'est quelqu'un qui est séducteur, il a quand même des atouts, il est charmant, hein, il est charmeur, hein. On leur prête quand même un charme particulier, hein, ils ont un truc, hein, donc ce truc justement, c'est leur arme pour pouvoir séduire et aller récupérer de l'amour, quoi. Hein. Donc pour eux c'est une drogue, l'amour, ils peuvent pas s'en passer, et s'ils ont pas ça, ils sont capables de faire n'importe quoi. D'où justement les différentes conquêtes qui multiplient, d'où le besoin de
comme on sait, ils veulent qu'on les aime pour détruire. Donc c'est horrible, mais c'est la réalité. Donc l'amour, c'est une addiction. L'amour, les sentiments. Parce que là, je parle des sentiments. Ensuite, je vais parler des drogues, la deuxième addiction. Alors, bon, à travers les drogues, je vais inclure l'alcoolisme, le tabagisme, le cannabis, la cocaïne, enfin toutes ces drogues dures ou drogues plus douces, mais qui ont quand même je veux dire, la capacité à mettre en fait la personne dans un état un petit peu second, et ces états-là eh bien, permettent un petit peu de camoufler, de adoucir certaines difficultés qui, voilà, on ne fait que mettre un petit couvercle dessus pour que ça se calme, mais en fait, comme je disais, c'est totalement illusoire. Parce que quand l'effet de ces produits donc cesse, eh bien le problème revient encore plus fort, parce que plus on cherche à étouffer quelque chose, et plus la chose elle vous explose à la figure, voilà, avec de grandes proportions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il manque de drogue, hein, donc ces personnes addictes, hein, ces PN, eh ben, ils peuvent sombrer, ils peuvent s'épancher dans la violence, dans une forme de nervosité, grande frustration, quelque chose qui décuple en fait leur caractère, qui peut être, comment dire, impatients, ils peuvent avoir une tension personnelle, ils peuvent avoir une violence, ils peuvent crier, ils peuvent taper, ils peuvent justement faire des faux procès à l'entourage parce qu'ils n'ont pas eu leur dose, quoi. Et puis aussi, bah, ça impacte évidemment le problème, ça crée des problèmes d'argent, parce que tout le monde sait que voilà, les consommateurs de ces substances, eh bien, bon, si c'est de l'alcool, quel que soit le domaine, hein, ça coûte très cher tout ça. Déjà, ça détruit psychiquement, ça détruit physiquement, ça détruit tout l'entourage, parce que subir quelqu'un qui est addict à une drogue, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est aussi supporter aussi les conséquences dramatiques du fait que la personne soit en manque. Alors, ils sont capables de faire n'importe quoi pour aller vers la satisfaction de leur manque. Ils peuvent dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, faire des dettes, vendre tout ce qu'ils ont, parce que, eh bien voilà, tout ça, ça leur manque, mettre en péril leur famille. Ça me rappelle une personne qui me disait, entre remplir le frigo et puis lui donner sa dose, eh bien, pour avoir la paix, elle préférait lui donner sa dose. Donc, vous voyez un petit peu dans dans quelle injustice les proies peuvent tomber justement pour justement colmater le problème de cette partenaire PN qui est en souffrance et qu'il faut absolument calmer. Voyez, donc vraiment l'addiction aux drogues, c'est vraiment très 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 destructeur, vraiment. Troisième addiction, la nourriture. Alors la nourriture chez les PN, c'est intéressant parce que dans ce que j'ai observé, ils se nourrissent pas, ils se remplissent. Ils mangent pas, ils bouffent. Ils se nourrissent pas, ils deviennent peut-être même des fois obèses, parce que voilà, le manque le besoin de compenser, de se remplir. Souvent, j'ai toujours vu, enfin, c'est une remarque, une analyse que j'ai pu faire, en dehors du fait que quand on mange, on compense quelque chose, ça nous arrive à tous, hein, moi aussi ça m'arrive, hein, quand je suis pas bien, hop, je vais manger du chocolat, ou je sais pas, je vais aller m'arrêter dans une boulangerie puis manger un gâteau, mais ça va être ponctuel, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai peut-être envie de plaisir, une petite douceur, voilà. Et mais chez le PN, ça prend des grosses proportions parce qu'ils avalent, c'est permanent, c'est compulsif. Euh, donc, s'ils deviennent obèses, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des cas, c'est pas forcément voilà, une réalité, une logique, mais quand ils deviennent obèses, ou même si ça les amène à prendre du poids, ça indique aussi le fait qu'ils ont besoin de prendre leur place, parce qu'ils sentent qu'ils n'existent pas. Ça veut dire aussi qu'ils ont besoin de s'imposer, parce que comme ils sentent qu'ils n'ont pas trop de valeur, il faut bien qu'ils existent d'une façon ou d'une autre. Et le fait de prendre du poids physiquement,
ça leur donne du poids aussi dans la vie. Parce que plus on est grand, plus on est fort, plus on est costaud, ben plus ça peut impressionner celui ou celle qui est en face. Donc pour eux, ça leur apporte peut-être une forme de crédibilité. Je dis bien inconsciente, parce que généralement, ils n'aiment pas se voir gros, ils n'aiment pas se voir dans un surpoids. Ils ont une haine de ça, ils ont un rejet de ça, ils ont un rejet de leur corps d'ailleurs, quand ils se voient de cette façon-là. Mais quelque part, ça vient remplir quelque chose, peut-être qui les aide à surmonter peut-être ce handicap inconscient de se sentir une merde, quoi. Donc, en fait, prendre du poids, c'est peut-être pour eux exister tout simplement. C'est une manière de survivre aussi, certainement. La quatrième addiction que j'ai pu observer, c'est, vous le savez, j'en ai fait une vidéo, c'est l'addiction à la sexualité. Et quand je dis l'addiction, c'est obsessionnel, ils ne pensent qu'à ça, tout tourne autour de ça, ils manipulent d'ailleurs et ils mettent sous emprise leurs partenaires ou leurs proies respectives, justement, parce que, donc chez les femmes, ça peut prendre des formes de nymphomanie, chez l'homme, écoutez, je ne sais pas quel mot on peut définir pour expliquer à quel point ils sont obsédés, mais pour moi c'est comme si à la place de la tête ils avaient un sexe, puisqu'ils ne pensent qu'à ça, ça me fait rire, bon, il faut bien rigoler un peu, hein. C'est une image, mais c'est ça, hein. Donc obsédés par la sexualité, donc quelle forme ça prend, la sexualité, c'est toujours dans un aspect dégradant, dévalorisant. C'est une emprise qu'ils mettent en place pour justement donc avoir du pouvoir sur leur partenaire, pour la manipuler, pour la blesser, voire même pour la détruire. Parce qu'on sait très bien qu'à travers la sexualité, on peut faire vraiment très très mal, hein, aussi bien moralement, physiquement que psychiquement. Donc, on va utiliser, ça peut être un excès de films porno, de besoin de masturbation à outrance chez le PN. Ils peuvent fréquenter des clubs échangistes, ils peuvent avoir besoin de sexe sans limite, d'exhibitionnisme, le côté voyeurisme, et puis je vous en passe de toutes ces pratiques et de toutes ces tendances totalement immorales et horribles auxquelles ils peuvent adhérer pour juste leur plaisir. Donc suivant le niveau de perversion de cette personne, la sexualité peut être un moyen vraiment pour combler, pour calmer, et puis pour asseoir leur pouvoir et manifester, incarner leur envie de posséder l'autre et de le détruire. Voilà. Donc, la sexualité, c'est une addiction chez beaucoup de PN. Pas tous, hein, mais beaucoup. Ça en fait partie. Ensuite, cinquième addiction, j'en ai parlé également aussi dans une autre vidéo, c'est l'addiction à l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent, on a besoin d'en gagner. L'argent pour se prouver qu'on est supérieur, qu'on est quelqu'un. L'argent, c'est une obsession aussi de l'avoir, parce que sans argent, au regard d'un PN, on n'est rien. Il monnaie tout, il regarde tout en termes d'argent, que ce soit acheter un meuble. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient beaucoup avec eux, hein. Combien tu gagnes, la plus belle voiture, le métier, qu'est-ce que ça génère financièrement, une personne, quelle est son activité, Enfin, vous voyez, eux, quand ils regardent une situation, quelqu'un, ou qui se mettent en lien avec un domaine quel qu'il soit, ils ramènent toujours ce domaine au rapport à l'argent. C'est un automatisme. Quand on va voir un thérapeute, c'est combien ça coûte. On sait très bien qu'on vit dans un monde d'argent, de matière, on compose avec ça, mais chez le PN, c'est obsessionnel. Donc, pour eux, c'est le pouvoir, c'est le besoin de se montrer, c'est toujours redorer cette image qu'ils ont besoin en permanence d'être le reflet, en fait, d'une richesse, d'un succès, d'une réussite. Puis l'argent, c'est clairement un besoin pour eux de montrer que, en dehors du fait qu'ils veulent montrer qu'ils ont des choses et qu'ils existent et qu'ils sont riches, même si c'est pas vrai, l'habit fait pas le moine, hein, c'est bien vrai, quand on voit un PN,
mais aussi, comment dire, une recherche de plaisir. L'argent, c'est pour eux, ça achète tout, ça achète les gens. L'argent, c'est un moyen puissant de posséder l'autre, de mettre sous emprise. Et puis l'argent, c'est simplement le pouvoir, quoi. Donc à leurs yeux, manquer d'argent, c'est la pire des choses. Et ils ne voient que au travers de l'argent. Et donc pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, je dirais que leur obsession de l'argent les pousse justement à certaines addictions qui peuvent être, et là je rebondis sur la suivante, c'est le besoin de jouer. Donc les jeux de hasard sont une addiction qui dérive de l'obsession de l'argent. Et donc à travers le jeu, donc et la sixième addiction, c'est le je suis, c'est j'existe, mais aussi j'ai besoin d'être récompensé, parce qu'à travers le jeu, ben, on joue, puis on est censé gagner, même si on sait que on a toutes les chances de perdre, mais à travers le jeu, en fait, le PN va développer en fait une excitation, une tension, une recherche de sensations qui va passer par un plaisir des fois exacerbé. Vous voyez, quand quelqu'un regarde s'il va gagner, ou imaginons, bon, moi ça m'arrive aussi de jouer, je sais pas, aux machines à sous. Il y a il y a quelque chose de captivant dans le fait de voir et de mettre une pièce dans la fente là et hop, et de regarder ce qui se passe derrière. Voilà, il y a quelque chose d'un peu jubilatoire, et c'est vrai que le PN a cette recherche de plaisir. Alors quand je parle de plaisir, ça peut être aussi un plaisir qui est lié à celui qu'il n'a pas eu quand il était enfant, puisque souvent leur jeunesse a été plombée soit par un parent qui les a assommés souvent, pas forcément toujours, mais on leur a un peu volé, ou souvent on leur a volé leur enfance, hein, on leur a collé des responsabilités qui étaient tellement surdimensionnées par rapport à leur âge que, bon voilà, l'idée de jouer, pour eux, ça n'existe pas, donc ils n'ont jamais connu le plaisir. Donc du coup, les jeux de hasard, ça peut apporter ces sensations, avec l'idée de besoin d'être récompensé, l'espérance de gagner, et si un jour ils ont eu cette opportunité de gagner une petite somme d'argent, voire même une belle somme d'argent, ce qui d'ailleurs a été le cas de mes PN, chacun d'entre eux d'ailleurs, eh bien ils se sont attachés à ça en se disant bah, un jour ça arrivera, mais ça sera vraiment le gros truc, quoi, le gros lot, et là ça va être l'éclat total. Sauf que moi, je les ai vus souvent rejouer, rejouer, perdre et reperdre, avoir des petites satisfactions pour après retomber dans la frustration justement d'avoir paumé. Alors pour certains, gagner vraiment des miettes, et puis perdre des petites miettes aussi, mais le fait de répéter tout le temps ça, eh bien c'est vrai que ça les met toujours dans une émulation, mais en même temps dans une frustration. Et quand ils sont frustrés, eh bien au secours. Parce que je me souviens qu'il y en a un, quand il perdait au jeu, il rentrait à la maison, il était, voilà, il faisait sa tête de Calimero. Et puis moi, j'étais dépitée parce que je voyais l'argent qui littéralement partait par la fenêtre. Et ça me rendait dingue. Eh bien, parce que j'avais ce comportement, je m'entendais dire que bah, c'était moi qui ne l'encourageais pas à gagner. C'était peut-être moi la faute du fait qu'il n'était pas gagnant. Voyez. Donc ça va loin parce qu'il culpabilise même l'autre. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Mais les conséquences, justement, quand un joueur n'arrive pas à gagner et n'arrive pas à rejouer, parce que c'est comme j'ai dit, c'est un besoin compulsif, irrépressible. Donc quand ils sont bloqués dans cet élan, eh bien, ils vont rendre l'entourage responsable, et ils vont devenir méchants, irritables, agressifs, impatients. Ils vont s'en prendre autour d'eux, leurs partenaires, ils vont déclencher des histoires, des colères, parce que la colère aussi est une addiction chez le PN. Hein. Quand il est frustré, justement parce qu'il n'a pas joué, parce qu'il n'a pas gagné, eh bien, tout ça, ça fait un espèce d'effet boule de neige. C'est pour ça que pour moi, une addiction en entraîne une autre, et ainsi de suite.
Donc du coup, eh bien, cette violence qu'il va manifester va avoir évidemment des répercussions qui sont mais dramatiques autour de lui. Donc ça va être l'embrasement dans la maison, ça va être des problèmes d'argent, parce que un joueur compulsif qui n'arrive pas on sait qu'il n'arrive pas à maîtriser justement son élan à vouloir jouer, et ben forcément ça va induire que il va créer des problèmes de fric. Il va pas, parce que ces êtres-là, ils ne réfléchissent pas. Ils sont dans leur trip, c'est-à-dire je veux jouer, je veux compenser, je veux combler quelque chose, et ils n'ont aucun comment dire, raisonnement logique. C'est comme si, je dirais, ils sont à côté d'eux-mêmes dans cet instant-là, ils ne voient que leur... La seule chose qui prime, c'est l'obsession, je veux jouer. Oui. C'est comme celui qui a envie de sexualité, il ne pense pas à... Il veut satisfaire son plaisir. Il veut aller jusqu'au bout de la satisfaction de son désir parce que c'est vital. Et quand ils n'ont pas la satisfaction de leur désir, eh bien, voilà, si on se réfère au jeu, eh bien, voilà, ça peut être une dégradation au niveau relationnel, une dégradation au niveau de la situation financière, une dégradation au niveau de la compréhension auprès de l'entourage, parce que quelqu'un qui joue, il ne voit que ça, il voit que son jeu, il oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, il y a un manque d'intérêt vis-à-vis de ce qui se passe dans la famille. C'est vraiment comme si il vit le PN vit dans sa bulle par rapport au jeu, et il ne pense qu'à ça. Et en fait, tellement obsédé par l'envie de gagner, de jouer, et le fait de perdre, et de connaître aussi toutes les conséquences que ça induit de perdre, en lui, donc la frustration que ça amène et le besoin de se refaire, cette espèce d'espérance qui naît derrière et qui fait que voilà, il y a une espèce d'aspiration vers le bas constante et qui ne cesse jamais. Donc ça dégrade tout le monde, c'est vraiment très très destructeur. Voilà, c'est hyper destructeur, ces addictions là. Et justement, donc comme je vous ai expliqué, l'argent, donc c'est le jeu. Après, il y a aussi une autre pathologie, enfin je ne sais pas si on peut dire pathologie, mais cette addiction que j'ai mis en dernier, qui est l'addiction au thérapeute. Alors ça va vous paraître peut-être bizarre, hein, mais parce qu'on dit toujours que les PN ne veulent jamais se remettre en question. Et ça, c'est bien réel, et je le confirme encore. Mais je vais vous dire de quelle façon un PN, il peut faire semblant ou je sais pas, donner l'illusion qu'il veut se transformer. En fait, j'ai eu un de mes PN qui, pendant toutes ces années, enfin, je crois qu'il devait avoir la médaille d'or de la consultation de tous les thérapeutes qui puissent exister, enfin, toutes les formes de thérapie qui peuvent exister. J'ai eu cette chance d'ailleurs, je dirais que ça a été une chance, parce que grâce à ça, moi j'ai beaucoup nettoyé, j'ai fait un gros travail sur moi en allant les consulter justement dans cette vie commune avec lui. Et on dit que le PN ne veut pas se remettre en question parce qu'il a un ego tellement puissant qu'il n'accepte pas, mais c'est même plus son raisonnement, c'est qu'il y a une partie de lui qui est verrouillée, totalement verrouillée. Moi j'en arrive à cette conclusion parce que j'ai vécu à côté de quelqu'un qui, certainement parce qu'il avait besoin de se sentir reconnu dans son statut de victime, d'avoir vécu des trucs extrêmement douloureux, et c'est vrai, de toute façon, l'histoire de mes ex-PN, en l'occurrence celui-ci, était assez effroyable, et on se dit que on ne veut pas forcément le dédouaner de ce qu'il a vécu dans son enfance, ni... on ne veut pas forcément je me suis mal exprimée, en fait. C'est pas que je veux le dédouaner de ce que j'ai subi à travers cette relation avec lui, quand je connais son parcours, et je connais son parcours personnel. Je ne cherche pas à le dédouaner en disant il a été malheureux, etc. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il a mis le pied chez un thérapeute, c'était pour s'entendre dire qu'il avait vécu dans son enfance,
que sa vie était dure et enfin il se sentait reconnu en se victimisant en fait. C'était ça. Et donc chaque fois qu'il avait fait un certain travail avec le thérapeute, qui peut-être ça pouvait se limiter à quelques séances, eh bien il changeait de thérapeute. Parce que finalement, il y en avait un qui lui avait donné cette... voilà, qui avait rempli un petit peu son ego de reconnaissance, voilà, qui avait un petit peu tempéré. Donc, donc dans ces moments-là, il encensait le thérapeute, il le mettait au nu, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, etc. Évidemment, après, il n'était pas guéri de son problème, il se sentait pas mieux, c'était juste en surface. Donc il passait à un autre thérapeute. Et c'est pour ça que pendant des années, eh bien, j'ai travaillé les mémoires de toutes les choses, en allant voilà, travailler différents outils. Donc au départ, c'était la psychanalyse. Et après, il y a eu toutes sortes de méthodes qui étaient, par exemple... les nettoyages cellulaires, le nettoyage du côlon, aller consulter quelqu'un qui travaille donc la CNV, donc la communication non violente. Ça, j'ai beaucoup fait, enfin en tout cas j'ai participé à des ateliers pour travailler ce côté-là, parce qu'il y avait tellement de violence verbale entre nous que je l'ai mis au défi. Je lui ai dit, écoute, c'est soit tu fais cette thérapie ou alors c'est bon, on se sépare. Donc ça a repoussé en fait l'échéance de la séparation. Ça m'a apporté, moi en tout cas, un outil qui est fabuleux, hein, la CNV, c'est magnifique. Il en a fait tout comme moi, il a participé à des ateliers, mais pour autant, c'est pas parce que votre PN consulte qu'il va changer, ou qu'il va transformer en fait sa négativité parce que pour moi, ça a toujours, c'est comme si on met les choses en surface, pouvaient donner l'illusion qu'il y avait un changement. Parce que peut-être sur le coup ça pouvait apaiser, calmer, et par moments quand il consultait, ça le rendait complètement, mais d'une violence dans les mots, d'une colère, ça faisait ressurgir des choses encore plus fortement. Et là je me disais, là il y a vraiment un problème. Mais voilà, c'était pour vous dire que le PN aussi peut être dans une recherche excessive parce qu'il est hypochondriaque, donc souvent il a peur de sa santé, il a peur des bobos, il a un petit truc ici qui revient, il va vous dire qu'il a peur d'avoir le cancer, il va tout grossir, il va tout dramatiser, donc le moindre petit truc qu'il va ressentir, la petite douleur ou le petit symptôme, va être grossi, amplifié, ce qui fait que voilà, il peut être obsédé aussi par les médecins et les thérapeutes. Mais sur le plan psychologique, j'ai la preuve qu'un PN peut consulter, mais ne jamais pouvoir guérir quoi que ce soit. Voilà. Et puis, aussi tromper tous les thérapeutes, hein, au passage. Parce que j'ai toujours été étonnée de constater qu'aucun, peut-être, voilà, j'avais pas les moyens de le savoir, mais en fait, un PN, il peut vraiment, il peut tromper vraiment tout le monde, quoi. Voilà. Parce qu'il peut dévoiler qu'une part de lui, ne montrer qu'une parcelle de ce qui est son problème. Voilà. Donc, voilà pourquoi, la plupart du temps, je me voyais coupable aussi, parce que comme il allait voir des thérapeutes, il me renvoyait l'idée que, bah oui, moi aussi, il y avait un truc qui tournait pas rond chez moi, mais moi aussi, je faisais aussi cette démarche, mais je la faisais en conscience, avec vraiment ce besoin récurrent de me remettre en question. Donc, pour moi, ça a été extrêmement positif. Son addiction a été extrêmement positive pour moi, parce que moi, je me la suis appropriée aussi pour me transformer. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait, je pense, à peu près le tour, hein. Je vous ai donc cité 7 grandes addictions, donc, dont le PN souffre. Donc, il n'y a pas que le PN qui souffre d'addiction, mais chez eux, ça prend beaucoup de proportions. Et comme je vous l'ai dit, ça va très très loin dans leur parcours, parce que ça crée des dommages et ça détruit beaucoup de choses autour d'eux, hein, à tous les niveaux, donc psychologique, physique, financier, ça détruit les relations sociales, ça peut même avoir évidemment un impact sur les relations professionnelles, enfin ça
Ça crée vraiment beaucoup de désordre. Voilà pourquoi c'est important de tenir compte du fait que les addictions sont présentes dans la vie des PN et que même vous, les proies qui peut-être avez subi les addictions, vous l'êtes aussi addict d'une certaine façon, mais peut-être addict pour pouvoir rentrer en lien avec lui ou elle et se dire que vous allez pouvoir créer quelque chose, ce qu'on peut appeler être en relation avec l'autre, et bien vous avez pu des fois basculer, non pas dans l'addiction à 100%, mais pour pouvoir être en lien avec lui, pouvoir créer ce qu'on pourrait appeler une forme même si c'est pas vrai, on n'y arrive pas, de créer une forme de symbiose avec eux, aller en fait se modeler par rapport à cette addiction pour pouvoir se fondre dedans et avoir voilà, l'illusion de pouvoir la partager avec lui pour simplement se faire aimer, pour avoir l'impression de partager quelque chose avec lui, mais souvent et à chaque fois, c'est quelque chose de destructeur. Donc, la plus grande addiction que je pense que la proie puisse vivre, c'est l'addiction à l'amour, l'addiction à la reconnaissance, à la recherche de est-ce que tu m'aimes, etc., qui est en fait le miroir du PN. Mais voilà, je dis attention à vous les proies parce que derrière l'addiction de votre PN, eh bien, il y a aussi un piège qui vous est tendu, c'est de ne pas tomber avec lui vers les conséquences en cherchant à être complice et vouloir partager ses addictions, même si c'est à un petit degré. Mais soyez attentifs à ça et soyez observateurs de ces phénomènes. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de cette vidéo que j'ai faite plusieurs fois, mais à cause d'une lumière assez importante, je voyais mon visage tout blanc et sur l'écran de mon téléphone et j'étais obligée de la refaire plusieurs fois. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que j'ai pu vous la partager. N'hésitez pas donc comme d'habitude à liker, à partager, commenter et puis peut-être si j'ai oublié en fait un élément parce que j'imagine il y a d'autres addictions ou des sous-addictions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai, je vous remercie d'avance, je vous remercie de m'avoir suivi et puis eh bien je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, au revoir.